Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 137 qui sera aujourd'hui consacré à la seconde partie de notre entretien avec l'association SOS Éducation sur le phénomène transgenre au sein de l'école éducation nationale en France. Alors oui, c'est vrai, il s'agit d'un sujet compliqué que l'on aborde rarement. Affrontons-le de face, regardons-le. Cette association, reconnue d'intérêt public, qui apparaît régulièrement aussi dans les médias nationaux, expose ici un avis que l'on n'entend pas forcément tout le temps. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rappeler que si vous êtes un professionnel, un auteur, vous représentez une organisation avec une crédibilité, une légitimité, vous pouvez tout à fait venir discuter de votre avis avec nous ici, sur cette antenne, sur nos thématiques. Vous serez la bienvenue. Nous acceptons de toute évidence la contradiction. Mais en attendant, rappel des faits, le transgenre, qu'est-ce que c'est ? Voici un petit spot tiré de nos confrères d'Europe 1. Alors cette pensée woke, on la sent se diffuser dans la société, les politiques s'en emparent, les jeunes également. Exemple avec ces adolescents qui se questionnent sur leur identité sexuelle, qui se revendiquent transgenres, ils sont nés hommes ou femmes, mais refusent d'être assignés à leur sexe de naissance. Et ils demandent donc à pouvoir changer de prénom du masculin au féminin et inversement. Le Conseil d'État vient de leur donner raison. Désormais, les élèves de collège ou de lycée pourront se faire appeler par un autre prénom que celui choisi par leurs parents, avec quelques nuances, David Montagnier. Oui, les enfants transgenres pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur, en tout cas pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. C'est ce que confirme le Conseil d'État qui valide ainsi les instructions de la circulaire Blanquer de septembre 2021, un texte qui ne fait pas l'unanimité. L'objectif affiché en tout cas est de protéger les élèves transgenres, de faciliter leur accompagnement au nom de la scolarisation inclusive de tous les enfants. Une décision saluée par Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE. C'est réellement une avancée très importante qui permet de créer un environnement scolaire qui garantit aux enfants et aux adolescents et aux adultes aussi qui se questionnent sur leur identité de genre, le droit à l'intégrité, au bien-être, à la santé et à la sécurité. Une limite cependant à cette liberté, le véritable prénom doit être conservé pour la notation des élèves, mais pour beaucoup il s'agit d'une offensive de l'idéologie de transgenre sur l'école française. L'association SOS Éducation a lancé dès l'an dernier une pétition contre cette circulaire. David Montagnier. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Il faut savoir que dans Vous allez loin, là, une vous enquête allez de très loin. Ah bah non, je vais pas très loin, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez Oui, relire, on peut vous donner le lien vers le rapport. Le rapport il est extrêmement clair. Je vous entends, mais pour le profane et pour le néophyte, vous allez quand même extrêmement loin. Vous sous-entendez qu'il y aurait, c'est la théorie du complot quelque part, il y aurait des lobbies qui conspireraient pour faire passer des idées dans le but d'influencer les enfants. Je vais vous lire quelques lignes qui sont dans ce rapport dans les premières pages. Donc c'est dans le rapport. Alors ce rapport s'appelle... Dans ce rapport, Iglio. D'accord. C'est le rapport Iglio, seulement les adultes, bonnes pratiques en matière de reconnaissance légale du genre pour les jeunes, un rapport sur l'état actuel des lois et du plaidoyer des ONG dans 8 pays d'Europe, avec un accent sur les droits des jeunes, novembre 2019. C'est le titre du rapport, c'est pas moi qui le dis. Et donc dans ce rapport, vous avez décrit par exemple, dans ce rapport, nous avons cherché à examiner les bonnes pratiques en termes de droit, de plaidoyer et de climat culturel et politique dans divers pays européens, avec un accent particulier sur les mineurs. Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, les activistes chercheront à faire pression sur les politiciens pour ouvrir l'accès aux mineurs, comme on peut déjà le voir dans certains pays. Ce rapport sera un outil puissant pour les activistes et les ONG qui travaillent à faire avancer les droits des jeunes trans à travers l'Europe, faire reconnaître légalement leur identité de genre par l'autodétermination plutôt que par un diagnostic médical ou une décision de justice. Alors les directives, vous dire les règles, vous allez voir. Donc, c'est quoi la feuille de route ? Cibler les jeunes politiciens, démédicaliser la campagne. Donc, il ne faut pas parler des effets des médicaments ou des chirurgies. C'est pour ça que vous n'en entendrez jamais parler, évidemment, à part des gens comme nous qui vont alerter le grand public pour protéger les enfants. Étudier des cas de personnes réelles, anonymiser les récits et les mettre en scène pour influencer les perceptions du public, devancer l'ordre du jour du gouvernement, utiliser les droits de l'homme comme argument, lier votre campagne à une réforme populaire, éviter une couverture et une exposition excessive à la presse, carpe diem, tirer parti de l'élan politique à la suite d'élections, travailler ensemble, militants des ONG, organisations LGBTI nationales, internationales, experts en droits de l'homme du monde universitaire. Méfiez-vous,
des compromis. Voilà, vous avez tout un rapport, vous pourrez le lire, mais ça, voilà, les règles, donc qui arrivent aujourd'hui en France, n'est pas du tout étonnant, évidemment. Et il faut bien avoir en tête que la question n'est absolument pas, et ça, nous, on est très clair sur ce point-là, puisque SOS Éducation a toujours été très clair là-dessus, nous soutenons évidemment le combat légitime pour le respect des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, au contraire même, puisqu'on sait très bien qu'actuellement, des jeunes adolescents, notamment des jeunes filles adolescentes, développent une forme d'homophobie intériorisée qui fait qu'elles vont préférer parfois engager un processus de transition, quitte à mettre leur santé en danger, c'est-à-dire à prendre des risques de cancer, à prendre des risques même, comme vous le disiez, de faire des chirurgies automutilantes, parce qu'une mastectomie à 16, 17 ans ou 18 ans, je veux dire, après, c'est dramatique. On l'entend bien, les détransitionneuses aujourd'hui sont plusieurs milliers, elles s'expriment, et toutes elles le disent, je veux dire, j'aurai une voix de garçon, j'aurai du poil sur le visage, et j'aurai un corps effrayant, et maintenant je ne peux plus rien. Elles s'expriment, ces personnes qui ont été embarquées dans cette emprise, quelque part, de détestation de son propre corps, qu'on connaît bien à l'adolescence. Et le souci qu'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est que on n'arrive pas à faire entendre raison à ces gens-là parce que l'idéologie prend le pas à des fins électoralistes. Et ça, c'est très grave parce que quand on regarde les études, et je vais même vous dire, ce qui est très choquant, c'est que les premières études, ça a été évidemment dénoncé dans un documentaire que j'invite tous vos auditeurs à regarder, qui s'appelle Transtrain, qui est un documentaire suédois. C'est les premiers qui ont alerté. Des médecins qui prenaient en charge des jeunes comme ça et qui à un moment ont dit mais faut qu'on arrête, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, on n'a pas le droit de faire ça, et qui ont été pris par ce qu'on a appelé un stress éthique en fait. Le problème c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était plus du tout la population qu'ils avaient connue il y a 20 ou 30 ans. Ils avaient une surreprésentation d'adolescents qui n'avaient jamais eu de ressenti de dysphorie dans la petite enfance, et ils avaient beaucoup trop de jeunes filles. C'était pas normal ces chiffres-là. Et ces jeunes filles, ils se sont rendus compte quand ils ont commencé à faire des analyses qu'ils avaient une surreprésentation de jeunes filles qui avaient eu des épisodes dépressifs plus tôt, qui étaient atteintes du trouble autistique, de jeunes filles qui avaient subi des sévices sexuels et qui étaient en situation post-traumatique, de jeunes filles qui avaient des profils de type anorexie mentale, et qu'en fait, ils étaient en train d'engager dans un processus de transition des jeunes filles qui étaient dans un tel état de dépression ou de mal-être, d'incapacité à vivre avec leur corps, que finalement, elles étaient en train de mettre cette étiquette de la dysphorie de genre pour se reposer un peu et se laisser porter par quelque part l'euphorie du changement de genre, mais que finalement, la souffrance véritable ne serait pas soignée et qu'elle ressortirait malheureusement plus tard, voire plus fortement après. Et c'est ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave ce que vous nous dites actuellement là. Vous nous démontrez, vous nous expliquez qu'il y a effectivement des forces, des lobbies d'influence qui, pour propager des idées, s'organisent, se mettent ensemble et rentrent dans l'éducation nationale et vont aller toucher des personnes vulnérables sans l'accord des parents. Je résume, je synthétise, en fait, c'est ça que vous nous dites là aujourd'hui. Écoutez, c'est le constat que nous sommes beaucoup à faire et que d'autres pays ont déjà fait. D'accord. Il faut savoir que de jour en jour, les pays font marche arrière. Ouais, je comprends, on a de très nombreux pays déjà qui ont fait marche arrière, que ce soit la Suède, la Finlande. Non, mais ça pose beaucoup de questions, cette histoire-là, si vous voulez. C'est comment déjà c'est possible? Comment est-ce qu'on peut venir, comment est-ce que l'école peut venir empiéter dans le champ de la parentalité? C'est pas son travail, comment on peut laisser faire ça? Et ensuite, comment est-ce qu'on a pu ouvrir la porte à ces gens-là, quoi? Écoutez, oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Nous, on le dénonce depuis quand même un certain nombre d'années, mais le fait est qu'aujourd'hui, la situation est telle que nous devons informer les parents. Rappeler également que ces traitements qu'on donne à des enfants n'ont jamais reçu d'autorisation de mise sur le marché pour être administrés sur justement la pathologie de dysphorie de genre, et qu'ils l'ont encore moins été s'agissant d'enfants qui ne sont pas malades. Donc l'important, c'est de s'informer sur ce sujet-là et surtout d'informer vos auditeurs sur l'importance de prendre du temps, d'être à l'écoute des enfants et de faire accompagner les enfants par des psychothérapeutes qui vont être soucieux de prendre en charge la parole de l'enfant de manière holistique, c'est-à-dire de voir toute la situation de l'enfant et de l'accompagner sur le long terme, parce que vous l'aurez compris, ces médicaments ont des effets quand même tout à fait délétères sur leur santé globale, physique comme psychique, et une partie non négligeable de ces effets sont totalement irréversibles. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Nos auditeurs, nous, sont très sensibilisés au fait qu'on essaie de diminuer ce qu'on appelle les droits parentaux. On voit que durant les conflits familiaux, par exemple, le nombre d'enfants placés augmente de manière extrêmement grande, que les familles monoparentales féminines sont extrêmement importantes, qu'on a de moins en moins l'accès à nos enfants sont éduqués, instruits, non plus par leurs parents, mais par l'institution. Là, on attaque ce point du transgenre, effectivement, qui est une démonstration de l'affaiblissement des droits parentaux, mais ceci vient au milieu de quantité d'autres signaux. Vous avez dû en constater d'autres. Comment ça se fait que l'État, comme ça, s'immisce ainsi dans la sphère éducationnelle de la famille, et deux, soit aussi poreux à des influences externes? Non, je réfléchis à... Déjà, est-ce que vous avez constaté qu'effectivement les droits parentaux... Bien sûr. Évidemment, on constate. Bien sûr qu'on constate. Et on sait très bien, notamment pour les pays qui ont un peu d'avance sur nous, et on sait que c'est pareil en France. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup de cas qui se sont exprimés, mais d'abord, on ne le sait peut-être pas, mais on sait que c'est un enjeu, notamment aux États-Unis ou au Canada, dans le cas de divorce. Évidemment que le fait d'avoir un parent qui affirme le genre ressenti par un enfant et d'avoir l'autre parent qui l'affirme pas, permet à celui qui affirme de garder l'enfant, voire de faire attaquer ou d'empêcher de voir l'enfant en disant « mon ex-mari ou mon ex-femme est transphobe et je ne veux plus qu'elle voie ma fille parce que moi je l'accompagne dans sa transition ». On sait très bien qu'il y a du chantage sur ce registre-là aussi dans d'autres pays. Et il y a aussi la loi 15 à Québec qui tend à remplacer la primauté biologique et à dire en fait que l'enfant appartiendrait plus ou moins à l'État plus qu'à la famille. Non, mais ça, évidemment, alors, nous, heureusement, on n'en est pas là, mais effectivement, on peut se poser la question de ces dérives-là. Oui. Est-ce que ces dérives-là ne sont pas, effectivement, les prémices d'une position étatique sur quelque part même la propriété de l'enfant? Parce qu'à partir du moment où vous c'est ma question, sur 20 ans d'activisme, est-ce que vous voyez une direction vers là? C'est une question qui est très difficile. Je dirais que d'une manière... Non, mais il faut être vigilant quand on dit ce genre de choses, parce que nous, on essaye d'avoir quand même une approche très mesurée des sujets. Disons qu'à partir du moment où on considère que l'école est là pour éduquer et non pas pour instruire, on est déjà dans une dérive qui fait que l'État outrepasse son rôle et ne respecte plus la distance qui est la sienne par rapport aux parents. Ça, c'est la première chose. C'est le fondement même de l'objet social d'SOS Éducation. C'est-à-dire défendre une école qui instruit. D'accord. En respectant les valeurs éducatives qui sont fixées par les parents. L'école n'a pas à intervenir sur les valeurs éducatives des parents. Or, elle y intervient en permanence. Oui. Quand, par exemple, et bon, malheureusement, je veux dire, ça peut être en diffusant un récit sur l'histoire qui est orienté, potentiellement, elle se met en confrontation, ou elle met l'enfant en confrontation avec l'éducation que lui transmet ses parents. Et c'est encore plus grave, évidemment, la crise Covid a malheureusement montré la face sombre de l'État. C'est-à-dire quand à un moment, l'État est prêt à discriminer les enfants au motif qu'ils auraient été vaccinés par rapport à d'autres qui ne l'auraient pas été par leurs parents, là, on est quand même dans quelque chose qui également va loin. C'est-à-dire qu'on met potentiellement à deux niveaux les enfants des parents qui ont vacciné, des enfants des parents qui n'ont pas vacciné, avec un jugement moral, voire un jugement sur l'engagement collectif des uns par rapport aux autres. Donc ça va très loin. Non, mais j'essaie de voir dans mon analyse, moi, si effectivement nous allons vers une volonté étatique de remplacer le rôle du parent en tant qu'éducation. Si effectivement ça existe, il semblerait, nous, qu'il y ait une convergence de signaux qui est dans cette direction-là. Et la deuxième interrogation qui vient juste après, c'est si oui, c'est dans quelle direction. Vous voyez, c'est une analyse en prenant un peu de hauteur qui, que nous, on s'impose depuis plusieurs années. Sur la question de la transidentité et de la circulaire Blanquer, c'est une évidence. D'accord. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez une circulaire... Oui, mais bon, là, vous m'interrogez sur celle-ci. Donc, je vous réponds sur celle-ci. Quand dans une circulaire, il est formulé que l'enfant peut se confier à son professeur ou à un personnel éducatif sur son ressenti de genre et sur le fait qu'il veut changer de genre. Et qu'il peut s'en confier au professeur ou à l'équipe éducative et que l'équipe éducative doit garder ce secret pour elle, sauf parce que l'enfant l'autorise à en parler à ses parents. On est bien dans un phénomène de substitution. Alors, évidemment, l'argument qui va être opposé, c'est de dire oui, mais le professeur est mandaté par l'éducation nationale pour recevoir cette parole au motif que potentiellement, c'est dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire que c'est dans une logique de protection de l'enfance. Mais le souci se pose quand les professeurs ne sont pas formés, ne sont pas capables, ne sont pas habilités à recevoir une telle parole et ils ne sont pas non plus habilités ou mandatés pour prendre les risques d'un enfant qui serait en situation d'extrême danger psychologique puisque ce n'est pas leur formation et qu'ils n'ont pas à le faire. Et à cela, l'éducation nationale ne donne aucune réponse puisqu'on n'a pas non plus de service de santé dans l'école.
puisqu'il a été tellement malmené, sous-payé, méprisé, qu'on n'a plus de médecins scolaires, qu'on n'a plus ou très peu de psychologues scolaires, et qu'il en est de même pour les infirmières. Donc, d'un côté, on met les professeurs et les équipes pédagogiques dans une situation d'injonction à prendre en charge une parole d'un enfant au motif que on considère que sinon il pourrait être en danger, auprès de personnels qui n'ont pas du tout la compétence pour prendre en charge cette parole, et avec un système de médecine scolaire qui n'est pas du tout capable de protéger l'enfant. Et ça, on le fait en considérant quand même un peu que finalement les parents, ils sont pas capables de le faire et que ça sera à l'école de le faire. Donc si vous voulez, on est quand même sur quelque chose qui est très 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 complexe et très dangereux à tous les niveaux. C'est-à-dire que d'un côté, l'enfant, on lui ment sur le fait que ce ne sont pas ses parents qui veulent son bien a priori. Oui, c'est pas normal ça. Non, c'est pas normal. Qu'on met dans les mains de professeur une parole dont il sera bien compliqué pour lui de savoir quoi en faire. Et faut être clair, l'enfant et dont il n'est pas dépositaire, je suis désolé. Dont il n'est pas dépositaire, mais où il prend des risques. Parce que imaginez que cet enfant écrive dans un journal intime qu'il en a parlé à monsieur Untel, professeur de je sais pas quoi, et 3 ans plus tard, malheureusement, il fait une tentative de suicide et on retrouve son journal dans l'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Est-ce qu'il devait en parler, ce professeur? Les parents qui iraient lui dire, mais monsieur, il vous avait informé, pourquoi vous ne nous avez pas dit? On aurait pu prendre en charge sa souffrance, on ne savait pas, il n'y a que vous qui saviez. Vous auriez dû nous informer, c'est nous ses parents. Vous voyez, on met tout le système dans une situation où finalement, quelque part, on va être clair, là, la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la protection de l'enfant, elle est caduque. Elle est absolument caduque. Si vous voulez. Ouais, parce que c'est certainement en parallèle pas avec l'effondrement du niveau scolaire, des classements PISA. J'ai passé 10 ans d'expatriation et rentrer en France et se rendre compte que le système français est maintenant au 23e niveau national, je crois. Enfin, c'est douloureux quand même. Donc, Ah oui, bien sûr. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Je vais juste vous lire le témoignage d'une maman, parce que je trouve que par rapport à la question que vous posez, c'est une maman donc qui n'est pas française, c'est sur des récits de documentaires des autres pays par rapport à la question que vous posez, et elle exprime assez bien l'emprise en fait. Et elle écrit, elle dit, elle ne voulait pas que je sois une de ces mères entre guillemets. C'est comme ça qu'ils disent sur Internet. Si vos parents questionnent quoi que ce soit, s'ils ne sont pas encourageants, alors tu devrais peut-être chercher une autre famille. C'est une idée dangereuse et qui se répand chez les jeunes, selon laquelle leurs parents sont intrinsèquement contre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la question transidentitaire, le poids des réseaux sociaux et l'emprise des réseaux sociaux et l'emprise des associations LGBTQI+, est extrêmement forte sur ces enfants, et que nous, on accompagne des familles aujourd'hui en France, dont les enfants ont quasiment été sortis de leur foyer familial et se sont retrouvés, comme vous le disiez très justement, placés. Ouais. Nous, on constate aussi, lors du lobbying, les activismes, qu'on est confronté à des réactions de ces milieux-là. Alors pourtant, il y a des convergences parfois, parce qu'il y a des couples homosexuels avec enfants, et puis eux aussi, ils se séparent, et puis eux aussi, ils ont un problème de respect des droits parentaux lorsqu'ils arrivent en phase de séparation. Donc on devrait se rejoindre sur certains points. On est obligé de constater que pour tout ce qui concerne la famille, on est en désaccord sur beaucoup de points, sur beaucoup de choses, et qui sont très actifs. Absolument. Mais bon, après... Plus on en parlera, plus tout le monde se rendra compte que ce n'est pas un sujet qui est lié à l'homosexualité du tout. Non, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste que cela. Oui, on a beaucoup, nous, de femmes ou d'hommes homosexuels qui soutiennent le fait de protéger les enfants de l'emprise transidentitaire qui finalement n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle d'une personne. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, c'est vrai que là, il y a une véritable emprise idéologique qui s'inscrit dans un programme dont on pourrait imaginer qu'il est proche d'une société un peu transhumaniste. Et puis, bon, c'est ce que on a écrit récemment, c'est que quelque part, il y a un enjeu financier qui est juste gigantesque. Et concrètement, nous, on considère qu'aujourd'hui, ces lobbies-là sont surtout des lobbies poussés par l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la chirurgie, que ce soit esthétique ou de réassignation sexuelle, et qu'en gros, ils prennent nos enfants pour des vaches à lait. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors SOS Éducation, effectivement, quelle est votre actualité? Est-ce que vous avez des projets, des combats à venir, autres que le transgenre ou sur le transgenre? Qu'est-ce qui se profile devant vous actuellement? Alors nous, clairement, sur la question de la transidentité, c'est un sujet très 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 brûlant pour nous actuellement, puisqu'on a des informations régulières sur l'augmentation des demandes de changement de genre chez les enfants. De plus en plus de familles sont concernées et il devient
extrêmement urgent de pouvoir communiquer largement à ces familles l'importance d'échanger avec l'enfant, de maintenir le lien avec l'enfant et de gagner du temps. On sait que dans la très grande majorité des cas, les enfants vont se réconcilier avec leur corps et du coup vont passer cette phase très douloureuse. La souffrance adolescente est très douloureuse aussi. On est très conscient de cela et il faut reconnaître qu'elle est très douloureuse. D'autant plus avec ce que cette génération a subi pendant le Covid, où on les a privés d'un besoin essentiel qui est la sociabilisation à leur âge. Et on a aujourd'hui une santé mentale des jeunes qui est détériorée comme elle ne l'a jamais été. Donc il est évident que cette santé mentale extrêmement abîmée, extrêmement fragile de cette jeune génération a un impact sur ce besoin de s'identifier différemment et finalement de transfigurer dans une autre identité de genre. Le problème, c'est pas trop cela, je dirais, c'est de maintenir le contact avec le jeune et de lui permettre finalement de gagner du temps pour ne pas s'engager dans des traitements médicamenteux, voire pire, des chirurgies qu'il regrettera toute sa vie. Il faut savoir que avant, on avait tendance à faire les chirurgies autour de 25-30 ans, qui est beaucoup mieux, puisqu'à 25 ans, on a un cerveau qui est complètement et pleinement mature, et donc la personne peut plus, on va dire, avoir une position éclairée en ayant pleinement conscience des enjeux sur sa vie d'adulte, et toute sa vie, puisque ce genre de traitement, ça sera toute sa vie. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous. On a un autre sujet qui est évidemment les enfants en situation de handicap, puisqu'on a de plus en plus de témoignages comme quoi les enfants sont vraiment dans des situations extrêmement graves dans le système scolaire aujourd'hui, avec absolument pas l'aide qui était prévue. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous. Et puis, un enjeu aussi très important, c'est l'effondrement du niveau scolaire qui ne cesse de poursuivre son désastre des classements et qui pose évidemment tout un ensemble de problèmes, que nous, on considère qu'une grande partie des problèmes de l'école pourrait trouver une résolution à moyen long terme si on revenait à une école qui instruit et qui instruit tous les enfants avec bienveillance, mais une certaine forme d'exigence académique. Voilà. Donc c'était Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de l'association SOS Éducation. Merci beaucoup madame de votre temps, d'avoir expliqué tout ceci. Je pense que votre parole était claire. Écoutez, si vous avez une actualité et autres, n'hésitez pas à venir vous exprimer sur cette antenne. Merci madame. Merci beaucoup, merci à vous tous. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent, des choses qui sévissent à tout moment. Alors vivre son temps, c'est pas toujours tout rose apparemment. Alors on vit pourtant, on vit tout simplement. Vie, c'est pas toujours dingue, mais c'est la vie, faut croire c'est suffisant. Envie de prendre ce flingue, de se le mettre entre deux temps pépins. Alors envie pourtant, envie de tout ça et ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement. On rit et parfois c'est dingue, en chantant les douleurs qu'on ressent. On rit même si ça flingue, ça chasse nos douleurs et ça détend. Alors on rit souvent, on pleure, on rit, on marche et l'on attend. Alors en attendant, on vit tout simplement. On vit des questions de dingue, on vit pourquoi, pour qui et pour autant. On vit de questions qui flinguent, pour des questions parfois envie de sang. Alors envie de temps, envie de vivre cette vie pourtant. Envie d'être un enfant, envie tout simplement. On vit de parfois c'est dingue, on vit de 3 fois rien c'est suffisant. Envie de poser son flingue, de ne plus rien entendre assurément. Des mots, des boniments, des histoires qui salissent et saignent à blanc. Des légendes et du vent, on vit tout simplement. On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des roses qui flinguent, des roses qui fleurissent à tout moment. Alors vivre son temps, alors on vit de tout ça se comprend. Alors on vit son temps, on vit tout simplement. On vit, c'était un jour dingue. On vit des éclairs, des larmes et du sang. Des enfants vidaient leurs flingues, en criant que
Dieu est le plus grand. On vit tomber pourtant, les bras ballants tombés dans les deux camps. On vit tous ces enfants saignés du même sang. On vit des histoires de dingue, des histoires qui nous vident pleinement. On vit des choses qui flinguent, des choses qui sévissent à tout moment. Alors on vit pourtant, envie de voir cette vie qui t'attend. Alors toi mon enfant, va, vis tout simplement.